Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 34e épisode de Cold Facts. Un épisode, on va dire, un petit peu spécial, puisque nous avons la chance d'accueillir à notre micro Patrick Aymon, le nouveau coach de Genève Servette. On a pu le rencontrer en exclusivité et discuter avec lui pendant plus d'une demi-heure, un peu de savoir qui il est, de discuter de sa philosophie de jeu, ses envies, ce qui l'attend de ce Genève Servette en 2019-2020, et puis aussi comment on gère la succession de Chris McSorley au Vernet. Salut Greg. Salut Jean-Fred, épisode spécial. On n'était pas censé faire d'épisode cette semaine. Finalement, on a une petite surprise pour nos auditeurs. Ouais, petite surprise. Pour moi, c'est une grande surprise quand même. Alors, on savait que il allait être l'entraîneur de Genève Servette, mais on a la chance d'accueillir à notre micro Patrick Aymon, qui est donc le nouveau coach de Genève Servette, qui a été intronisé mercredi à la patinoire des Vernets. Bonjour Patrick. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait maintenant de savoir que tu es l'entraîneur de Genève Servette? Ouais, écoutez, c'est pour moi c'est une belle journée. Je pense que tout entraîneur qui rêve d'avoir cette chance-là, parce que c'est vraiment une chance qu'on m'a donnée de prendre l'équipe de Genève Servette. Et puis pour moi, c'est une fierté parce que ça fait quand même 13 ans que je suis ici. Genève, c'est ma ville, c'est mon club. Donc, avoir l'opportunité de coacher cette équipe, pour moi, là, c'est vraiment émouvant. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, c'est une surprise de te voir arriver à cette place-là. Toi, quand il y a eu les premières discussions avec le board, avec Laurent Strossel, etc., tu as été surpris quand on se tourne vers toi ou tu attendais justement ces premières discussions? Je pense pas que j'étais surpris. Je pense qu'au niveau de ma carrière en tant qu'entraîneur, comme je l'ai dit, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Ça fait quand même 9 ans que j'ai été à Genève. On a eu beaucoup de succès, surtout les 2 dernières années. En 2 fois, on était champion suisse. Donc, qu'on me considère, j'étais pas vraiment surpris. J'aurais été plutôt déçu qu'on fasse pas à tout le moins me rencontrer. Donc mais ça s'est bien passé, puis je suis très content d'être au poste. La succession de Chris McSorley, c'est forcément la première question. Est-ce qu'il y a une certaine crainte de devoir prendre, parce qu'il y a eu l'intermède avec Ray Woodcroft, mais je pense que dans l'histoire du club, tout le monde a déjà voulu oublier cette année-là. C'est quand même la succession d'un monument à Genève Servette. Comment toi tu le vis? Bon, écoutez, il y a personne qui remplace Chris McSorley. Moi, j'ai pas la prétention de vouloir le remplacer non plus. Moi, je m'en viens avec mon bagage, et puis je veux pas prendre sa personnalité ou coacher comme lui, parce que je pense que c'est pas le but. Je sais pas. Donc moi, c'est d'arriver avec mon bagage, comme je disais, et puis de m'imposer avec mes idées, et puis de faire en sorte que le Genève Servette continue à progresser. Et puis il y a une philosophie de jeu qui est mise en place dans le niveau pyramidal du club. On veut faire avec les novices, avec les élites, avec la première équipe le même jeu. On peut faire de junior novice, on peut avoir certaines similitudes. Quand on parle du hockey professionnel, l'adapter au hockey junior, il y a beaucoup de différences parce que ça joue pas tout à fait de la même façon. Par contre, moi, il y a des choses que je veux peut-être changer au niveau de l'équipe première. Mais on va garder toujours la même identité d'une équipe qui est agressive, qui est beaucoup sur le forechecking. Moi, qu'est-ce que je vais apporter? Ça va peut-être un peu plus sur le contrôle de puck, être un peu plus efficace en zone offensive, axé beaucoup sur la vitesse. Donc, on a une équipe un peu plus jeune, donc on va utiliser justement cette vitesse-là. On a un bon groupe de vétérans qui reviennent, donc les objectifs sont pas à la baisse dû au fait qu'on intègre plus de jeunes joueurs. Et puis j'ai envie de dire, en Suisse, on a vu, ça se discute beaucoup, il y a un trend nordique.
Patrick Emon, ce serait pas plutôt Patrick Emonson, un peu suédois, ou Emoninen, un peu finlandais? Vous êtes un peu, enfin, tu es le dernier des Mohicans québécois ou canadiens en National League, presque. Oui, ben je pense que c'est la mode. Les entraîneurs scandinaves ont la cote de ce temps-ci. Moi, vous savez, ça fait tellement longtemps que je suis en Europe. J'ai coaché la quasi-totalité de mes saisons ici en Suisse. Je pense que le problème, c'est que si je retournerais entraîner au Canada, ils me diraient que je coach à l'européenne. Donc, je pense pas coacher à la canadienne, mais moi, je suis un peu, je regarde ce qui se fait un peu partout, peu importe le pays. J'essaie de prendre je m'imprègne un peu de qu'est-ce que j'aime bien, et j'essaie de peaufiner ma façon de travailler de cette façon-là. Donc, Emonson, je suis pas sûr. Je pense que Patrick Emon, ça me va bien. Et puis, est-ce qu'il y a quand même, tu disais, il y a des choses que tu aimes bien là-bas, dans certains systèmes d'autres pays. Justement, qu'est-ce que tu trouves de positif dans les systèmes nordiques? Bon, eux, c'est des systèmes sont très axés sur la défensive, avec des joueurs qui se reculent, qui se positionnent au niveau de la ligne bleue, donc c'est difficile d'entrer. Ça c'est des choses que j'aime un peu moins. Donc, pour trouver des solutions pour battre ces tactiques-là. Donc, des fois, c'est de mettre le puck un peu plus profondément dans la zone, un peu comme Genève Servette le bien fait contre Berne. Et des fois, c'est complètement autre chose. Donc, moi, je travaille beaucoup sur de donner des options aux joueurs, surtout en zone offensive, et puis de trouver des façons pour qu'ils soient plus efficaces. Et puis après ça, mais il reste que c'est leur, comme je dis, la zone offensive, c'est le carré de sable, des joueurs. Donc c'est là qu'ils doivent s'amuser, parce que quand on a des joueurs offensifs, des fois la zone défensive, c'est moins ça, il y a moins ça un peu, mais donc c'est de trouver un juste milieu dans ça pour que les joueurs soient capables de s'exprimer dans un système de jeu. Tu as passé de longues années avec les jeunes, à entraîner des jeunes. Maintenant, ça va être une équipe d'adultes. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une vraie différence au moment de préparer son équipe, tu penses, ou comment toi tu vas faire pour avoir une transition pour toi également? C'est sûr, le point, la grande différence entre les deux catégories, que ce soit junior ou l'équipe professionnelle, c'est vraiment au niveau de la communication. Donc, on doit avoir un langage qui est différent avec eux, et de parler de façon différente, parce que c'est quand même des adultes. On doit s'adapter à ça. Et puis moi, c'est qu'est-ce que j'aime au niveau de la communication, au niveau du coaching, c'est d'amener le joueur à son plus haut niveau. Moi, je suis là pour l'aider à performer. Donc, c'est facile de trouver des problèmes et tout ça. Moi, je travaille plutôt sur les solutions. Fait qu'une fois qu'on a identifié le problème, on s'assoit tous les deux, puis on dit bon, c'est quoi la suite. Donc, c'est d'amener le joueur des fois à réfléchir sur qu'est-ce qui est moins parce que tout le monde a des hauts, des bas. Donc, c'est de sortir de cette mauvaise période-là le plus rapidement possible, et puis qu'il soit le plus performant pour aider l'équipe. Donc, quand tu as tes 20 joueurs qui connaissent leur rôle, qui acceptent leur rôle, et puis qui sont motivés tout ça en même temps, c'est là qu'une équipe peut commencer à progresser. Moi, Greg, je pense que tu as dû, comme moi, remarquer un mot avant qui m'a beaucoup plu, tu as dit s'amuser. Et je pense que c'est quand même quelque chose... Ça fait partie d'une philosophie de dire, voilà, oui, on veut gagner, on veut des résultats, mais si les joueurs ne prennent pas de plaisir sur la glace, ça sert pas à grand-chose. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, qui est quand même assez posé, qui aime les gens, qui va vers les gens, qui aime s'amuser, tout ça. Mais quand c'est le temps
de travailler. Donc, c'est la base de tout. Donc, il y a des moments pour s'amuser, il y a des moments pour vraiment être là pour performer. Mais je pense que si on veut garder le niveau de performance le plus élevé possible, c'est quand ça se fait dans une ambiance qui est saine. Quand les joueurs sont bien, sont contents de venir à la patinoire tous les matins, et puis d'avoir du plaisir à performer. Donc la performance vient en premier, ensuite le plaisir vient après. Mais quand les joueurs ont compris cette dynamique-là, donc t'as l'efficacité qui vient, t'as les succès qui viennent, donc si tu gardes une bulle positive, et puis c'est là que le plaisir rentre en ligne de compte. Si on rembobine ta carrière, honnêtement, avant récemment où j'ai cliqué sur ta fiche Elite Prospect pour voir qui est ce Patrick Aymon qui va potentiellement prendre la place de Chris Maxwell à Genève, j'étais un peu surpris. En fait, je m'attendais pas à voir un passé junior à ce point brillant. T'arrives à me raconter ce moment-là et donc pour mémoire, t'es le 3e meilleur compteur de l'histoire de la ligue junior québécoise. C'est étonnant de pas t'avoir vu jouer en NHL derrière, non? Et devant Mario Lemieux. Devant Mario Lemieux, notamment. Ouais, mais disons que Mario, il a joué moins de matchs. Il a joué moins de matchs. Faut pas minimiser. Oh, faut pas minimiser, ouais. Bon, qu'est-ce qui est fait est fait. Bon, on peut pas l'enlever. Sauf que, oui, j'ai eu du succès quand j'étais joueur junior. J'ai été repêché par Pittsburgh en 83. Je suis allé au camp d'entraînement là-bas à l'époque. Je suis membre du Temple de la renommée du hockey junior au Québec. Bon, j'ai eu une bonne carrière. Quand j'ai terminé mon junior, j'ai joué une année en France. À l'époque, c'était l'ancienne Ligue A là-bas. Et puis, par la suite, j'ai décidé de retourner aux études. Donc, j'ai fait mes études universitaires. J'ai joué universitaire canadien. On était champion canadien en 87. Par la suite, bon, comme il arrive des fois, on prend des mauvaises décisions, des fois, quand on est plus jeune. Et puis, j'ai arrêté de jouer à un moment où j'aurais peut-être dû continuer. J'ai pas vraiment de regrets aujourd'hui, vu mon cheminement. Mais à l'époque, c'était une décision que peut-être que je prendrais différemment. Ensuite, je me suis lancé dans le monde du coaching en 91 à Lugano. Et, en Suisse? Déjà en Suisse, oui. Et puis en 95, je suis arrivé ici à Genève la première année de Ligue B au niveau du Genève Servette. Donc j'ai fait jusqu'en 2000, j'étais ici à Genève pour revenir en 2010 avec les juniors élites. Et tu as porté le maillot de Genève Servette quelques matchs, c'était sous Gary Sheehan, c'est juste à ce moment-là. Bon, ça c'est une drôle d'histoire. Il y a peu de gens s'en souviennent. Probablement parce qu'il y avait peu de gens au match aussi à cette époque-là. Voilà, c'est violent, là. C'était quoi, 800 personnes au match? Ouais, c'était les toutes premières années de la Ligue B, le retour de la Ligue B en 95. Et puis, on avait 2 étrangers à l'époque. Moi, j'étais assistant entraîneur de la première. J'étais entraîneur des juniors élites aussi. Et puis, il y a eu un étranger qui s'est blessé. Moi, ça faisait quand même à l'époque 6 ans que j'avais arrêté de jouer. Et puis Gary m'avait dit on n'a pas d'étranger, veux-tu le remplacer? Alors j'ai accepté l'invitation. Puis non, j'avais bien aimé. Je pense que les joueurs aussi avaient bien aimé. Un peu surpris de me voir, mais je pense qu'ils avaient bien aimé aussi. Il y a Gary Sheehan, il y a aussi Louis Matt, je crois, qui a un petit peu œuvré, ou c'est plutôt toi qui a fait venir Louis Matt. Oui, moi, je connaissais Louis depuis 93, et puis Louis est intéressé de venir à Genève. Puis nous, à l'époque, on cherchait des entraîneurs au niveau du mouvement junior. Et Louis s'est joint à nous je crois, en 96 ou 97. Et puis, on a travaillé jusqu'à temps que je quitte en 2000. Et puis c'est Louis qui m'a fait revenir en 2010 pour prendre la tête des juniors élites. Tu arrives
à te rendre compte de l'évolution du hockey suisse, justement, entre les premières années où tu arrives au début des années 90 à Lugano et le hockey suisse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une progression qui est grande, très grande par rapport au hockey mondial? La progression est énorme. Quand je me rappelle quand je suis revenu en 2010, Genève Servette était depuis longtemps en Liga, ce que j'avais pas connu quand j'étais avant les années 2000. Juste c'était vraiment le changement était énorme. Si on parle au niveau du club comme tel, au niveau du jeu, au niveau de la façon donc au niveau des médias, tout avait été multiplié par 10. Puis là, je parlais avec des gens qui étaient au Canada, j'ai dit, je revenais pas de la progression que la Suisse avait pris. Et puis là, on peut s'en rendre compte aujourd'hui, le nombre de joueurs qui se font repêcher au niveau professionnel au Canada ou aux États-Unis. Donc le hockey suisse a évolué énormément. Et puis tu penses avec les juniors que tu as beaucoup travaillé avec les jeunes. Il y en a à Genève peut-être qui peuvent aspirer à une carrière en Amérique du Nord, ou c'est pas encore? C'est difficile à répondre à cette question-là parce qu'il n'y a pas personne qui prend le même chemin pour y arriver. Il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué novices, un peu si on prend le chemin d'un joueur comme Miché qui était à Berne à l'époque. Donc il était novice, jouait déjà junior élite. À sa deuxième année novice, jouait déjà en Liga. Donc lui est allé en Amérique du Nord pour commencer sa première année junior au Canada. Donc c'est vraiment de super joueurs, un peu comme il y a Théo Rochette qui fait un peu le même processus qui va très bien, qui va sûrement se faire repêcher en Ligue nationale là, aussi. Dans ton ancienne équipe des Saguenayens de Chicoutimi, justement. Oui, c'est vrai, j'ai joué là quand j'étais plus jeune. Et puis, mais c'est un processus qui est difficile. C'est un processus qui est difficile, mais c'est plus accessible que le 20 ans, ou que c'était, je pense que Max Strike c'était le tout premier. Et puis, maintenant, d'année en année, bon, on en a de plus en plus. Mais qu'est-ce qui est remarquable, c'est surtout, c'est le nombre de joueurs. Quand même, la Suisse est un petit pays. Il y a peu de joueurs si on compare au Canada. Puis le nombre de joueurs qu'on réussit à placer en NHL, je pense que c'est assez impressionnant. Si on regarde la dernière saison de Genève Servette, il y a eu beaucoup de blessures et des jeunes joueurs qui ont eu des rôles à jouer. Je pense surtout à Arnaud Ria, en tant qu'entraîneur des juniors, de voir un de ces jeunes prendre un rôle en Ligue nationale et être bon comme l'a été Arnaud. Comment toi tu l'as vécu cette saison-là et comment tu vois sa progression à lui personnellement? Bon, si on parle d'Arnaud, Arnaud il a connu une saison superbe l'année dernière, que ce soit avec la première, que ce soit avec les juniors. C'est un joueur qui, à sa deuxième année junior, a eu une saison difficile. Et puis, il s'est passé un déclic dans sa façon de penser. Son attitude a changé. Il a décidé de donner les moyens pour y arriver. Et il a arrêté de penser comme un junior, mais de penser comme un pro. Et puis, le déclic s'est fait. Il a été très dominant toute la saison, que ce soit durant les entraînements, durant les matchs. Et puis, quand la première a fait appel à lui, bon, il était prêt. Et puis, il a relevé le défi. Puis, je suis vraiment, vraiment content de sa progression. Penser comme un pro, c'est au niveau de l'entraînement, de l'implication aux entraînements, ou comment ça se remarque qu'il a changé cet état d'esprit? Bon, il y a beaucoup de jeunes qui avoir une bonne période, marquer un goal, avoir du succès, ils pensent que c'est suffisant. Être bon, être très bon en junior élite, c'est pas suffisant pour accéder au monde du hockey professionnel ici.
faut être dominant dans tout ce qu'on fait au niveau de l'attitude, au niveau de l'éthique de travail, au-delà du talent, parce que tous les joueurs en ligue professionnelle sont des joueurs talentueux. La différence, c'est le travail, c'est l'attitude, le minding que ces joueurs ont là. Et c'est jamais assez, ils en veulent toujours plus. Et c'est ça qui font qu'ils se distinguent d'un autre joueur qui réussit pas. Sur un effectif on va prendre 18 joueurs, 12 attaquants, 6 défenseurs, plus encore le gardien, combien on peut estimer de joueurs à être capables d'aller en Ligue nationale, alors soit en National League et puis peut-être en Swiss League, à peu près? C'est difficile d'année en année parce qu'il y a des fois on a des meilleurs groupes d'âge, mais quand tu réussis à placer un joueur par groupe d'âge, que ce soit en Swiss League ou en National League, c'est déjà bien. Parce que si t'en places un dans ton équipe première à tous les ans, après 10 ans, t'as peut-être 10 joueurs issus de ton mouvement junior. Donc c'est énorme. Donc depuis quelques années, je dirais 4-5 ans, on en place un peu plus que ça. On espère que cette tendance va continuer. Et puis on est très satisfait du travail qui se fait. Vous savez que la formation, c'est pas seulement les têtes des juniors élites. Je pense ça part de tout en bas. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués au niveau de la formation, les entraîneurs. Oui, j'ai coaché en Oria pendant 4 ans, mais il y a d'autres entraîneurs qui ont participé aussi à son développement. Donc quand on parle de formation, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout le monde participe. Quand le joueur réussit, tout le monde est heureux parce que tout le monde à quelque part à participer au développement de ce joueur-là. Et puis aussi, il y a aussi la Swiss League. Il y a ce partenariat avec Sierre qui va être encore renforcé. Je pense que pour toi, de savoir que tu peux mettre des joueurs qui sont peut-être un tout petit peu limites, les parquer à Sierre un petit moment et de les retrouver peut-être plus tard, c'est ultra positif. Ça, c'est le gros changement. Quand on parle de formation, pour un joueur de passer du junior élite à la National League, le saut, les gens peuvent pas imaginer le saut comment il est grand. Quelques joueurs y arrivent de façon assez facile. D'autres, mais la plupart des joueurs, c'est difficile. Et puis de jouer un match à l'occasion fait pas de toi un joueur de National League. Quand t'es capable d'avoir des responsabilités, quand tu joues 17, 18, 20, 22 minutes, là on peut dire que t'es un vrai joueur de National League. Bien avant d'arriver à ça, on va dire, le chemin est énorme et le fait d'avoir cette opportunité-là de placer des joueurs en Swiss League, pour nous, c'est énorme. C'est un gros changement. Si on prend l'équipe que tu as coachée, qui est devenue championne de Suisse très récemment, il y a Arnaud Ria, donc qui a beaucoup joué avec l'équipe en haut. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs là justement que tu te dis bon, ok, lui et lui, ils vont venir dès le premier entraînement sur la glace? Ouais, bon, la plupart de ces joueurs-là, quand on pense à Smirnov, Simons, un Patry, j'en oublie peut-être un Charlin qui est le gardien de but, c'est des joueurs qui s'entraînaient déjà avec la première. Ça, il y a des joueurs qui vont rester sur Genève, on espère, pour aller jouer en Swiss League à l'occasion. Il y a des joueurs qui vont vraiment positionner en Swiss League pour faire la saison-là qu'on pourrait peut-être appeler en cas de blessure des joueurs comme. Donc, il y a une façon de travailler on va s'asseoir ensemble pour trouver la meilleure façon de développer ces joueurs-là. On parle beaucoup de la succession Max Sorlet, mais est-ce que la succession Aymon en junior élite n'est pas aussi lourde à assumer pour le futur qui va être nommé à cette place? 9 ans quand même, hein. 9 ans et 2 titres nationaux. Oui. Mais moi, j'ai pour mon dire que tout le monde est indispensable, personne est remplaçable. Donc, faut juste trouver les bonnes personnes. Donc, moi, je participe au processus aussi pour trouver cette personne-là, pour justement garder cette continuité-là. Puis moi, de toute façon, même si je suis avec la première équipe, je vais continuer à m'impliquer
au niveau, que ce soit au niveau des juniors, au niveau des novices, parce que ça me tient à cœur. Puis j'ai toujours eu cet esprit-là. Je veux que les joueurs évoluent, je veux que les joueurs atteignent leur plein potentiel. Ça va être la même chose avec la première aussi. Donc, je pense qu'on va trouver la bonne personne pour me remplacer. On n'a pas un nom? Il doit être québécois, de base, canadien, absolument? Non, du tout. On n'a pas de... On est au début du processus. Donc, on est ouvert à tout. Il faut regarder aussi, analyser les entraîneurs aussi qu'on a à l'interne. Je pense que ça fait partie aussi de la philosophie, que pas seulement au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs. Donc, on a beaucoup d'avenues à regarder, puis on va s'asseoir, là, moi, Louis, et puis la direction du Genève Futur pour trouver la meilleure personne. Pour la collaboration avec Chris McSorley, comment toi tu envisages ça? Il a fait un plaidoyer en ton honneur lors de la conférence de presse. Il a l'air convaincu et je le comprends. Comment toi tu vois cette collaboration avec celui qui était quand même sur le banc pendant tant d'années? Est-ce que ça va être facile? Moi, je vois pas de problème. Je pense que je connais bien Chris. Ça fait depuis 2010 qu'on se connaît, qu'on se côtoie. J'ai été pendant 4 ans impliqué avec la première, donc la relation est bonne. Déjà là, ça part bien. Ensuite, j'ai mes idées, ses idées. Donc, je suis quelqu'un qu'on est capable de discuter. Puis j'ai quand même quelqu'un d'expérience. Si moi je veux parler à Chris sur un sujet ou un autre, ben, il est là pour m'aider ici. On travaille ensemble. Donc j'aurai à planifier mes choses, j'aurai à prendre des décisions par rapport aux joueurs. Et puis lui, il va être là pour m'épauler. Tu lui parles en français? Non, je vais lui parler en anglais. Ah, mais il arrive pas, hein. Ça fait bientôt 20 ans qu'il est ouais, là. Bon, je peux toujours essayer, je verrai. Et puis, si on prend d'un point de vue plus personnel, comment ça se passe un été pour Patrick Aymon, justement, après, là, la saison est terminée maintenant, mais il y a tout ce processus, de coach et tout. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu repars au Québec? Est-ce que tu restes ici? Bon, là, je vais repartir le 28 pour revenir le 9 mai pour les championnats du monde. La préparation physique de la première équipe débute le 23 avril. Donc, les joueurs sont là avec le préparateur physique. Je serai sur place à l'occasion. Je vais retourner aussi au Québec pour la période estivale. Et puis le retour pour le camp d'entraînement va se faire le 5 août. Le travail que ça demande d'entraîner une équipe d'adultes par rapport à entraîner une équipe de juniors, est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce que c'est beaucoup plus de travail ou est-ce que finalement ça reste un match de hockey avec 20 joueurs dans le vestiaire? Non, c'est plus de travail dans le sens où tu dois pas être mieux préparé, parce que j'étais bien préparé avec les juniors, mais avec les professionnels, le souci du détail est important. Donc, des fois, une petite erreur peut te coûter un match. Donc, c'est important d'être mieux préparé au niveau tactique, ou être bien sûr que les joueurs connaissent leur tâche, leur rôle durant un match précis. J'aime pas trop m'adapter à l'équipe adverse parce que je veux que l'équipe garde ta façon de jouer. Si on commence à essayer toujours de s'adapter à l'autre équipe, tu oublies de jouer ton propre jeu. Mais il reste toujours que il y a des tendances sur certaines équipes que tu peux essayer de contrer en faisant des petites modifications. Donc c'est là-dessus qu'il faut apporter un peu plus de travail et tout ça. Au niveau du coaching staff, je suis bien encadré parce que j'ai Louis à titre d'assistant, j'ai Seb avec les gardiens de but. Là, je vais embaucher un deuxième assistant pour nous aider, qui aura lui aussi des tâches bien précises. Donc, on a un groupe
un peu plus grand, avec chacun, comme on dit, son petit terrain. Chacun va avoir ses tâches. Moi, je suis là pour prendre les décisions au-dessus. Mais donc changer un peu la façon dont on travaillait à l'interne. On peut avoir le nom du futur assistant ou bien c'est encore il est pas encore connu? C'est pas encore connu. J'ai rencontré plusieurs candidats, mais on devrait faire l'annonce d'ici quelques semaines. Et puis, est-ce que tu es un entraîneur qui travaille? On est en 2019 maintenant, on a beaucoup de joueurs avec les tablettes, on a des joueurs qui sont monitorés au niveau du rythme cardiaque, savoir quelles sont leurs performances tout le temps. Tu as assez là-dedans ou tu fais plutôt à l'ancienne? Je suis assez dans se reconnaître parce que je veux amener une façon de travailler qui est peut-être un peu plus au goût du jour. Donc on a des petites choses à adapter. Pour ça que le deuxième entraîneur-là va nous faciliter la tâche parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Donc quand tu as une grande tarte comme ça, puis t'es deux à te la séparer, des fois on t'oublie plein de trucs et t'es peut-être moins efficace. Donc là on va la partager en plusieurs, même le préparateur physique va être un peu plus impliqué aussi. Donc c'est plus facile de gérer toutes ces choses-là. Puis encore là c'est une question de détail. Donc, on a plus de temps justement pour travailler sur ces choses-là. Pour moi, je pense qu'on a couvert tous les sujets qu'on avait pour cet épisode spécial avec le nouveau coach de Génération Servette. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est très précieux pour nous. Ça fait bien du plaisir. Puis, on souhaite plein de succès pour ce nouveau challenge. Nous, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour revenir à quelque chose de plus suisse. On reviendra sur la finale entre Berne et Zug et sûrement d'autres petites choses d'ici là. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est disponible sur Twitter. Vous pouvez nous écrire, nous poser vos questions et nous écouter sur SoundCloud, iTunes, etc. Merci, salut. À bientôt.